Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour et bienvenue encore une fois si c'est maintenant vous rejoignez donc le train en marche pour votre émission préférée Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Vous êtes également sur le www.afrowebtv.com pour ceux qui nous suivent également en Afrique ou en Europe ou quel que soit là où vous êtes. Vous serez conviés également à nous appeler sur le +1 319 462 89 79 pour participer à cette émission également par appel WhatsApp ou appel direct également. Pour ce débat aujourd'hui, nous avons convié des spécialistes en la matière qui sont tous de part du PLES, Dr Godefroy Luther Gondje Janayang, expert en gestion des crises politico-militaires qu'on reçoit depuis l'Europe. Nous recevons également depuis l'Allemagne Dr Romaric San, qui n'est plus aujourd'hui à présenter, analyste et activiste politique, tous deux qui sont avec nous pour cette émission et surtout direction en Côte d'Ivoire. On parlera également de la rencontre des trois présidents. Il s'agit bien entendu d'Alassane Dramane Ouattara, de Laurent Gbagbo et de Bédié, et trois hommes qui depuis plus de 3 décennies dominent la vie politique ivoirienne. Trois hommes que la plupart des Ivoiriens rendent responsables des crises successives qu'a connu le pays depuis le décès de son premier président, Félix Houphouët-Boigny, en 1993. C'est pas la première fois qu'on revoit donc ces trois présidents. Et Dr Godefroy, quelle est la lecture que vous faites de cette rencontre? Une fois de plus, merci d'avoir une proposition par rapport à la dernière actualité brûlante, tendant notamment à expliquer cette rencontre entre les trois acteurs majeurs de la crise des stabilités dans ce pays frère qu'on appelle la République de la Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, la République de la Côte d'Ivoire a été secouée par des crises politico-militaires dont on en cherche de connaître parfois les causes. Les causes sont parfois exogènes et endogènes. Maintenant, très récemment, les trois acteurs clés de la crise ont décidé. Vous savez, il faut partir à la méthode qu'il faut essayer de caricaturer la situation. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut se retrouver sur l'arbre à palabres. Mais maintenant, s'il faut projeter dans un regard proche ou dans l'avenir, je pense que l'absence d'éthique morale qui caractérise ces leaders les invite à se retirer sur la scène politique. Je vais procéder à ma décortication et vous allez comprendre. Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui pilote le système institutionnel, ou le président le système institutionnel, est accusé de violer la Constitution. M. Gbagbo a été déporté à La Haye, a été acquitté. Bédié a instauré l'ivoirité, qui est à l'origine de cette crise déstabilisatrice. Les trois acteurs, après le nombre de morts décomptés, se retrouver. Et quelle est la part notamment des victimes? Quel est notamment le message qu'ils envoient à l'égard des enfants soldats? Quel est le message qu'ils envoient à l'égard des femmes qui sont violées pendant ces conflits? Quel est le message qu'ils envoient à la jeunesse qui a été privée de se faire éduquer? Je pense qu'ils ne sont pas le modèle politique pour représenter aujourd'hui un pays digne qu'on appelle la République de la Côte d'Ivoire. Ils ont pu démontrer en quoi ils étaient capables, mais au-delà de leur capacité, il y a eu beaucoup d'imperfections. Il y a eu beaucoup notamment de la haine qui s'est développée autour de ces trois acteurs. Donc il est temps qu'ils se retirent sur la scène politique et de laisser une classe émergente de venir diriger la société. Parce que si nous continuons comme ça, nous allons basculer vers un dogmatisme institutionnel. Nous allons basculer vers, une forme de dictature qui ne dit pas son nom.
Ils ne sont pas nés plus que Ivoiriens que les autres. Aujourd'hui, Ouattara, il a voisin 80 ans. Ils sont tous des générations de 80 ans. Au-delà de 80 ans, qu'est-ce qu'il peut donner encore à la Côte d'Ivoire? Donc, tous ces cinémas-là, il est temps qu'ils essaient de revoir leur copie, que le peuple ivoirien n'a pas besoin aujourd'hui de leur rencontre. Le peuple ivoirien aujourd'hui a besoin du développement. Le peuple ivoirien a besoin aujourd'hui de la création des écoles, peut-être dans la région qu'on appelle Séguéla, qui est abandonnée et qui fait partie également des revendications des groupes politico-militaires à l'époque. Qui a des régions dans le nord qui ont été abandonnées. Aujourd'hui, en termes de construction, on peut dire qu'il y a des échangeurs qui ont été construits, notamment dans la grande ville qu'on appelle la grande agglomération. Mais est-ce que, du point de vue lutte contre la misère, contre la pauvreté, contre l'injustice, contre le phénomène des enfants soldats, est-ce qu'il y a des réponses institutionnelles qui ont été apportées par tous ces régimes? Je pense qu'archi faux. Donc, ça veut dire qu'en termes de comptabilité politique, ils ont échoué et il est temps qu'ils démissionnent sur la scène politique pour passer le fanion à une autre génération. Donc, je pense que leur rencontre est une rencontre qu'on appelle, on peut caricaturer en disant qu'on se retrouve sous l'arbre à palabres pour trouver une réponse par rapport aux différents mots qui ont secoué le pays ou qui ont dévasté de façon drastique la société, notamment ivoirienne. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune réponse, il n'y a aucune compassion à l'égard des victimes. C'est une forme de moquerie et une forme d'insulte à la mémoire même des victimes de la crise ivoirienne. Voilà comment je peux essayer d'interpréter la rencontre qui a eu lieu entre ces trois acteurs. Docteur Godefroy, merci pour votre intervention. Nous allons vous demander humblement de rajuster également un peu votre caméra et de la rabaisser juste un peu pour permettre la qualité de l'émission. Et merci pour votre compréhension, pour votre rapport. Docteur Romarickson, aujourd'hui on voit le président Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo, ou soit les présidents également Bédié, et qui sont ensemble, qui reflètent l'union, la réconciliation, le dialogue en Côte d'Ivoire pour que la paix revienne en bonne et due forme. Quelle est votre lecture de cette réconciliation? Est-ce que l'objectif a été atteint selon vous? Quels sont les impacts que ces rencontres vivement souhaitées par le président Alassane Dramane Ouattara peuvent avoir sur la politique et l'avenir politique de la Côte d'Ivoire? Si M. Alassane Dramane Ouattara a un service à rendre aux Ivoiriens, c'est qu'il libère le plancher. Il n'a plus sa place à la présidence. Alassane Ouattara doit aller se reposer ailleurs. Voilà le meilleur service qu'il peut rendre aux Ivoiriens. Maintenant, ce qu'il a fait, cette rencontre avec le président Bédié et le président Laurent Gbagbo, c'est dans son propre intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt des Ivoiriens. Monsieur Alassane Ouattara sait qu'il a touché le fond. Et il sait que même si on n'arrive pas à le dégager du pouvoir, vous savez, le corps humain, c'est un truc qui est biologique. Chaque jour, M. Ouattara a déjà 80 ans. Donc, chaque jour, le corps s'affaiblit. Il sait que bientôt, il peut se retourner ailleurs. Voilà quelqu'un qui essaie de préparer son derrière. En dehors de cela, nous avons appris que 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako sans mission. M. Alassane Dramane Ouattara a fait une réunion avec ses ministres. Ils ont sorti un communiqué disant que les 49 soldats ivoiriens étaient en mission pour l'ONU. Le jour suivant, l'ONU a sorti un démenti. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara se trouve dans de beaux draps. Et pour pouvoir essayer d'équilibrer les choses, il amène M. Bédié et M. Gbagbo qu'il a essayé d'instrumentaliser. Et ça n'a même pas réussi. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Vous avez vu la manière dont il a lu le communiqué? Gbagbo, quand il lit un communiqué, c'est un historien, il sait lire. C'est un militaire politicien. Vous avez vu? Il a fait comme un rayon. Maintenant, le problème de l'Afrique, M. Godefroy vient aussi de le pointer, c'est que nous mettons tout sur le symbolisme. Au Togo, par exemple, on parle de réconciliation armée-nation. Mais après chaque élection, l'armée tue le peuple. Mais souvent, on va à la télévision, on parle de réconciliation armée-nation. Voilà le symbolisme qu'on met les trois présidents ensemble et on pense que ça peut faire quelque chose.
Quelles sont les structures qui sont derrière ça? Quelles sont les structures qui peuvent amener les Ivoiriens à se réconcilier entre eux? Voilà ce qui peut amener un changement. Sans structure, vous pouvez amener tous les symbolismes dans ce pays-là, ça n'amènera rien. Voilà là où les Allemands sont extrêmement puissants. Ils sont là pour créer des structures. Et quand les structures sont créées, les structures changent le comportement des individus. On parle de dualisme entre institutions et individus. Mais dans nos pays, c'est toujours le symbolisme et ça n'a rien amené. Cette rencontre n'amène rien. Voilà ce que je pense de la réalité. Vraiment, Dr Godefroy, est-ce que vraiment cette rencontre qui a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité les points de vue sur toutes ces grandes questions, vous retrouvez véritablement que les trois présidents, à l'issue donc de leur rencontre, ont donné l'information sur les points saillants de leur rencontre? Ben, comme je le disais tantôt, c'était un cinéma politique, hein, un cinéma politique qui n'a pas pu aller au bout du processus. Aller au bout du processus pour essayer de mettre sur la table les véritables problèmes qui dévastent aujourd'hui la société ivoirienne en l'occurrence. Je pense que dans la lecture, c'est une lecture tendant notamment à mettre tous les mécanismes machiavéliques en place pour essayer d'instrumentaliser la pensée collective. Et la pensée collective ne peut pas aujourd'hui se faire berner par les trois leaders hein, qui ont créé des indicateurs de la descente aux enfers de la République, notamment de la Côte d'Ivoire, en place. Ils ont mis des indicateurs qui sont des indicateurs notamment déstabilisateurs. Donc, je pense qu'en termes d'éthique, ils ne représentent pas, c'est-à-dire cette légitimité qu'on appelle la légitimité collective. Parce que lorsqu'on se dit des leaders, notamment des cahiers des charges, lorsqu'on se dit l'obligation de résultat, lorsqu'on se dit leader, il faut qu'à travers, lorsqu'on quitte la gestion des choses publiques, à travers le mécanisme qu'on appelle le mécanisme de la quantité des résultats, il faut qu'il y ait des résultats qu'on appelle des résultats factuels. Explique votre passage à la gestion des choses publiques. Mais si vous prenez ces trois leaders, au-delà des 100 Ivoiriens, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois leaders? Que de la haine. En termes d'éthique. En termes d'éthique. Parce que le leader, c'est celui qui incarne la moralité. En termes de moralité, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent incarner la moralité institutionnelle à l'ivoirienne? C'est des questions que je me pose à travers cette rencontre. Voilà encore une forme d'ingratitude. Parce que lorsqu'on parle de la politique, on parle c'est-à-dire de la préparation et l'alternance démocratique. Ils revendiquent dans leur lutte, lorsqu'ils se retrouvent dans l'opposition, ils se disent des démocrates. Là, je m'attaque peut-être à M. Gbagbo, qui a créé une formation politique, qui a revendiqué la démocratie à travers notamment sa manière de gouverner, ou par rapport à sa philosophie politique. Au pouvoir, et par la suite, il a été déporté à la haine. Aujourd'hui, M. Gbagbo, au-delà des services rendus par Blé Goudé, il revient après presque 80 ans. Il crée un autre parti politique pour mettre en difficulté Blé Goudé, qui a été un soutien majeur pour Gbagbo. En termes de reconnaissance, M. Gbagbo s'inscrit en quoi? En ingrat. Il ne veut pas quitter la scène politique. C'est légitime. Lorsque vous prenez M. Alassane Ouattara, qui y prépare aujourd'hui pour l'alternance dans son parti? M. Bakayoko n'est pas là. Quand vous prenez M. Guillaume Soro, qui a été l'un des acteurs majeurs, parce que les Guillaume Soro, c'est ceux qui ont fait la promotion de la rébellion, qui a permis à ce qu'il soit au pouvoir. Aujourd'hui, M. Guillaume Soro est en cavale. Est-ce que le processus de la réconciliation, M. Guillaume Soro est pris en compte? Je ne pense pas. M. Bligoudé est pris en compte? Je ne pense pas. Quand vous prenez M. Afinguesson, est-ce que M. Afinguesson est pris en compte? J'en pense pas. Est-ce que la République, notamment de Côte d'Ivoire, se résume aux trois leaders? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, là, étant comme
C'est une forme de cinéma politique, une forme de cinéma politique qui n'a pas pu examiner en profondeur tous les problèmes qui ont secoué de manière violente la République, notamment de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une nation forte. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui une vision gigantesque. Mais comment les hommes et les femmes peuvent incarner à l'international cette vision? Cette vision ne se résume pas à la rencontre de Gbagbo et de Bédi, et notamment de Alassane Ouattara. Il y a des exilés politiques. Il y a aujourd'hui des prisonniers politiques au-delà de 300 personnes qui sont dans les centres de concentration que j'appelle, qui sont à la Maka. Pourquoi ils se retrouvent en politique? Pour leurs opinions. Et pourtant, quand j'entends bien Alassane Ouattara, il se dit démocrate. Pourquoi notamment emprisonner 300 personnes pour leurs opinions politiques? Ce n'est que de l'enfumage démocratique. Donc, nous assistons aujourd'hui à une proposition de loi qui risque d'arriver d'ici là à l'Assemblée nationale. Il y a un député dernièrement qui a dit qu'il faut aller vers quoi? Vers la question de la limitation d'âge. Parce que la dernière constitution permettant à la réélection ou à cette réélection notamment contestée par la société civile et par notamment l'ensemble de la classe politique ivoirienne, c'est la question liée à l'âge qui a été déplafonnée par le système notamment de Ouattara. Aujourd'hui, il y a un député qui pose la question. Il faut notamment essayer de sécuriser la constitution ivoirienne par rapport à la question de la limitation d'âge. Et si la question de la limitation d'âge apporte une réponse qu'on appelle une réponse politique favorable, je pense que Ouattara n'aura plus la légitimité de se représenter. Gbagbo n'aura plus la légitimité de se représenter. Et le président Kona Bédié n'a plus l'opportunité de se représenter. Donc, juridiquement parlant, ils seront notamment déjà écartés dans la course. Mais maintenant, le processus de la réconciliation, est-ce qu'ils travaillent aujourd'hui sur le processus de la réconciliation? Les Ivoiriens sont divisés. Vous le vérifiez notamment que par leur prise de position sur les réseaux sociaux. Il y a des camps, il y a des bêtis, il y a des bêtés qui n'aiment pas parler notamment des Djoula, qui sont des nordistes. Il y a des Arkans qui n'aiment pas parler, par exemple, voilà, il y a les guerriers et autres. Comment faire aujourd'hui pour que tout ce peuple-là puisse se retrouver ensemble et bâtir une nation forte? C'est justement le pourquoi ils se voient, pour en discuter. Et nous sommes également à la veille des élections locales qui auront lieu l'année prochaine. Dr Romarickson, aujourd'hui, la réconciliation est effective d'une manière imaginaire également, que lorsqu'on le voit est actuel, avec les images aujourd'hui du côté donc de la Côte d'Ivoire, mais pas pour le moment dans votre pays où on ne voit pas Agbeoumi Kodjo rentrer, Tchiki Achadam rentrer, on ne voit pas Alberto Olympio, on ne voit même pas les opposants s'unir. Que doit faire alors? Quelle est l'image que ça reflète en Afrique? Et quel est votre mot pour terminer cette seconde partie de l'émission, Monsieur Dr Romarickson? Oui, nous avons dit tout le mal que nous pensons des agissements d'Alassane Ouattara, mais comparé au Togo, lui au moins il a essayé. Lui au moins, il a essayé de faire une rencontre avec les deux autres présidents, ils étaient trois. Maintenant, est-ce que M. Faye Gnassingbé peut appeler, premièrement, est-ce qu'il peut libérer les prisonniers politiques qui sont au Togo? Ils sont au moins 115 prisonniers politiques. Le seul tort, c'est d'avoir parlé de la vie politique de leur pays. Ils se retrouvent en prison en train de mourir. Est-ce que M. Faye Gnassingbé peut les libérer? Première chose. Deuxième chose, dans la diaspora, les Togolais sont presque 3 millions. Et dans les 3 millions, au moins la moitié ne peut pas rentrer au Togo. Or, c'est des gens qui ont appris des choses, c'est des gens qui ont un peu de moyens, qui peuvent créer des entreprises, qui peuvent amener les partenaires pour ouvrir des entreprises et développer le Togo. Est-ce que M. Faye Gnassingbé pense aux exilés politiques togolais qui sont à l'extérieur? Voilà des choses comme ça. M. Agbeoumi Kodjo, qui a gagné la présidentielle du 22 février 2020, il est dans la bourse quelque part. Et il y a 3 semaines, sa fille a été violée par des gens envoyés et qui sont venus avec une voiture. Ils ont violé la fille du président élu et puis ils ont tiré une balle dans la jambe de son mari à Lomé.
Et quand on continue de se comporter de cette sorte, comment est-ce qu'on peut parler de réconciliation dans un pays? Ce n'est pas possible. La réconciliation, c'est se dire, OK, dans le passé, il y avait eu des torts d'un côté comme de l'autre. Maintenant, mettons-nous ensemble, mettons notre pays au-dessus de toutes les considérations. Maintenant, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement de ce pays? On se met à table. Et si cette réconciliation est engagée, premièrement avec la libération des prisonniers politiques, avec le retour des exilés, y compris M. Philippe Fanoko Kodjo, un monseigneur qui a plus de 92 ans, qui est à l'extérieur du Togo. Si les exilés politiques peuvent revenir au Togo, si les prisonniers politiques peuvent être libérés, voilà comment, si Agboé Messa Kodjo peut retourner au Togo, c'est à partir de cet instant qu'on peut se mettre ensemble pour parler de la réconciliation dans ce pays. Mais connaissant M. Fonya Singbe, il ne pense même pas, il ne le fera jamais. Il pense qu'il a conquis le Togo avec les armes, il ne quittera que par les armes. D'ailleurs, monsieur, comment l'appelle-t-on? Monsieur Timouya, qui est un ministre de M. Fonya Singbe, il a dit à la télévision, on l'a interviewé sur une télévision française, il a dit, si vous voulez prendre le pouvoir, allez prendre des armes. Voilà les affirmations de responsables d'un ministre d'État. Docteur Omarikson ne peut pas prendre cette intervention, c'était dans une émission et dans une ambiance donnée, donc il avait répondu. Maintenant, pour mettre fin à... C'est comme vous et moi, par exemple, je vous titille un peu, vous répondez d'une manière chaude. Donc, Docteur Omarikson, pour mettre fin à cette deuxième partie concernant le cas de la Côte d'Ivoire, l'avenir politique de la Côte d'Ivoire après la rencontre des 3 présidents, que retenez-vous de ça et quel est le message que vous pouvez envoyer à tous les Ivoiriens, nos téléspectateurs, nos amis internautes qui suivent Avis de la diaspora? La Côte d'Ivoire est un pays qui a des ressources pour se développer. La Côte d'Ivoire a la connaissance. Il y a des Ivoiriens qui ont étudié, je sais, toutes les matières dont un pays a besoin pour évoluer. La Côte d'Ivoire a des ressources nécessaires dont un pays a besoin pour se développer. Maintenant, il faut que M. Alassane Dramane Ouattara, M. Gbagbo Laurent, M. Bédié aillent en retraite. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération de leaders qui prennent ce pays, qui pensent le développement de la Côte d'Ivoire. Non pas en passant comme une souris, mais en passant comme un aigle, comme un lion, à développer la Côte d'Ivoire à un niveau vraiment appréciable. Les moyens sont là. Et donc, il suffit seulement que les bonnes personnes soient aux manettes du pouvoir pour que cela soit une réalité. Et c'est le tout, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui va donner l'exemple à beaucoup de pays d'abord en Afrique. Maintenant, il faut que nous comprenions ceci. Aucun Allemand ne va jamais s'associer à un Togolais pour faire du mal à un Français. Aucun Français ne va jamais s'associer à un Ghanéen pour faire du mal à un Anglais. Mais c'est toujours les Africains qui s'associent aux colons pour faire du mal à d'autres Africains. Il faut que cela cesse. Si cela ne cesse pas, notre continent n'ira nulle part. Voilà mon mot de fin. Merci. Merci, Dr Omarikson, d'être avec nous. Nous sommes à la fin de cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora. Dr Godefroy, votre mot de fin, votre message à l'endroit de toute la communauté africaine et surtout ivoirienne du côté de la diaspora comme au Bercail. Aujourd'hui, le message que nous avons à livrer au peuple africain, c'est que nous devons se poser des bonnes questions. L'Afrique a subi le colonialisme, la traite négrienne. L'Afrique a connu des procès parfois intentionnels. L'Afrique a connu la trahison. L'Afrique a connu l'assassinat en masse. L'Afrique a connu des enfants soldats, le phénomène des enfants soldats, des femmes violées, l'absence de scolarisation, la politisation de nos forces de défense et de sécurité. La justice est devenue la justice de plus forte. La pauvreté sociale est devenue cruelle. L'absence notamment des infrastructures adéquates, permettant notamment de répondre de façon favorable par rapport à la demande sur le plan sanitaire. Nous avons toute une panoplie des élites. Nous avons toute une panoplie des révolutionnaires.
qui ont tenu des discours. Des discours sont passés sous le feu des actions. Après 60 ans, 80 ans d'existence selon les autres, le développement n'est pas au cœur de nos préoccupations. Aujourd'hui, nous continuons à brader notre territoire avec d'autres forces nouvelles. Mais à quand la force africaine peut se mettre en place pour un véritable développement, pour une véritable pacification? Avec quel type de leader? Il est temps que nous posons des questions qui sont pas, qu'on appelle des questions légitimes. D'où vient le vent, c'est-à-dire le fondamentalisme? D'où vient le vent, c'est-à-dire qu'on appelle le vent du terrorisme? Quelle est la réponse appropriée qu'on peut apporter à ça? La diaspora exclut de son propre pays d'apporter sa participation à l'édifice du pays. Parce que la plupart du temps, ceux qui sont de la diaspora ont parfois des idées qu'on appelle des idées innovatrices. Mais ces idées sont généralement étouffées parce qu'on n'arrive pas à se mettre à genoux devant nos tyrans, devant nos princes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a un malaise profond. Il y a une bureaucratie militaire qui monte en puissance avec des coups d'État perpétrés. Ça sous-entend que l'Afrique est malade. L'Afrique est en train d'être ravagée par l'insécurité. L'Afrique est en train de se faire de quoi? De disparaître sur la carte par des terres. Au-delà de nos discours, nous sommes aujourd'hui mis en minorité au niveau du système institutionnel de la politique internationale, au niveau de l'ONU. Notre discours n'est pas écouté. À quand l'Africain peut mettre un détonateur révolutionnaire et responsable en place pour changer le paradigme permettant d'aller vers l'Afrique prospère, l'Afrique indépendante avec toutes les forces composantes? Voilà comment le message que je peux livrer. Merci, docteur Godefroy, pour votre conclusion. Et j'ai également un téléspectateur qui veut faire également une suggestion ou faire participer à cette émission depuis l'Europe. Téléspectateurs, nous vous écoutons pour votre intervention. Je vous remercie de m'avoir octroyé la parole. Je profiterai dans un premier temps pour remercier les panélistes qui nous fournissent de toute évidence, je dirais, des réflexions de qualité. J'aimerais particulièrement intervenir sur la question de l'avenir politique des leaders ivoiriens, surtout les 3 leaders ivoiriens. Mais avant de, bien entendu, déploguer sur la question, j'aimerais saluer la lucidité du docteur Gondje sur le fait que cette rencontre-là, pour les représentants des Ivoiriens, ou du moins dans la majorité, une sorte de folklore. Si bien que je dirais, en griffe nous discutons, ont toujours été faits par nos leaders. En revanche, ces actions nous discutons ne sont pas des réunions ou des rencontres sérieuses. Parce que ces deux-là et ces trois-là, à savoir les leaders ivoiriens, visent toujours la conquête du pouvoir. Et vous verrez, si vous étudiez l'histoire constitutionnelle et politique de la Côte d'Ivoire, vous constaterez que deux se sont ligués contre un, et ainsi de suite. Et suivant, bien entendu, les contingences politiques. Et donc, on a constaté en 95, l'élection de 95, le boycott actif qui réunissait Ouattara et Gbagbo contre Henri Konan Bédié, qui était même le penseur de cette conception dévastatrice qu'est l'ivoirité. Aussi, à partir de 2000-2005, il y a eu le RHDP qui a été créé à Paris pour bien entendu essayer de lutter contre le pouvoir Gbagbo, et qui a atteint son but en 2010. Et ce qui me paraît d'autant plus aberrant, c'est qu'en 2010, il y a le RHDP, c'est-à-dire le parti c'est plusieurs partis, mais avec deux grands principaux partis, celui de Ouattara et celui de Bédié, qui ont gouverné le pays pendant plus de 8 ans. Et en 2018, parce que l'un refuse de le pouvoir à l'autre, et Bédié se ligue également avec Gbagbo contre Ouattara, tout ça pour les intérêts personnels. Ben,
Tout ça pour dire et pour rencontrer l'avis ou je dirais l'opinion du Dr Gondje sur le fait que les assaillants nous discutons, les rencontres ne sont que du folklore. Et ensuite, s'agissant de la question relative s'agissant de la question relative à savoir quel est l'avenir des trois grands Ivoiriens, des trois grands leaders, pour moi, je pourrais plutôt apporter une analyse juridico-politique. C'est-à-dire une analyse juridique qui consiste à dire qu'à l'état actuel du droit, rien ne s'oppose à ce que ces trois grands-là soient éligibles, si bien que la question de Ouattara a été tranchée avec la décision du Conseil constitutionnel en 2020, quoique on la conteste, mais juridiquement, rien ne s'oppose à ce que le président Ouattara soit rééligible en 2025. Pareil pour le président Bédié, lorsqu'on se réfère à la même décision de 2020, et s'agissant du président Gbagbo aussi, on pourrait éventuellement arguer dans le même sens. Donc juridiquement, rien ne s'oppose à ce qu'il soit candidat. Et ça, c'est la question juridique à l'état actuel du droit. Sauf que, entre-temps, et c'est là qu'intervient la conception politique, sauf que, entre-temps, un député qui s'appelle Assalé Tchemoko, considérant que les trois leaders politiques ayant totalement monopolisé le pouvoir et étant à source quelque peu des malheurs des Ivoiriens, il faudrait que ces trois-là soient évincés dans la conquête future du pouvoir. Donc, il dépose devant le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de révision constitutionnelle qui a pour but d'intégrer dans la Constitution de 2016 une clause limitative du mandat. Une cause limitative, pardon, une cause pas du mandat, mais plutôt une cause de plafonnement d'âge. Et la clause ici dit que, bien entendu, il faudrait que, pour être éligible, il faudrait avoir 75 ans. Ouais. Ce qui reviendra à dire, ce qui reviendra à dire que Gbagbo et Ouattara et Henri Konan Bédié soient, bien entendu, rangés au jachère pour les élections futures. Et ici, la question qui se pose est de savoir, est-ce que la proposition de loi constitutionnelle sera ou non votée? Et ici, il faudrait dire que tout dépendra, bien entendu, des forces politiques, puisque aujourd'hui, force est de constater que le président Ouattara dispose de ce qu'on appelle une majorité parlementaire imposante au sein de l'Assemblée nationale. Et aussi, compte tenu, bien entendu, du phénomène de nomination au Sénat et autres, le président aussi a mis ses gars au Sénat. Donc, moi, je pense que tout dépendra de la volonté du président actuel politique. Parce que, actuellement, c'est lui qui a les règnes du système politique. Et il monopolise les institutions. Si bien que, et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la chambre basse, et la chambre haute qui est le Sénat, il a une majorité, mais qui est écrasante. Et donc, la question se posera si Ouattara, effectivement, voudrait ou non écarter s'écarter lui-même et écarter ses amis. Donc, c'est en fonction de son propre assentiment, il décidera si sa majorité à l'Assemblée nationale doit prendre en considération, c'est la première procédure, doit prendre en considération le test, si ou non, si peu importe la voie qu'il choisira, on verra ce qui se passera. Et après, voilà, voici un peu ce que j'avais à dire. Merci et je vous remercie pour votre énorme attention. Merci de nous avoir appelés et bonne suite avec nous, surtout sur cette troisième thématique qui concernera également la Côte d'Ivoire. Merci à vous, tous ceux qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube et également sur les réseaux sociaux et sinon sur le www.afrowebtv.com/live. Gardez toujours l'écoute, on revient juste derrière après ceci. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale.